La baleine était autrefois l'animal le plus noble et le plus libre de la création. Aujourd'hui, elle se heurte à de nouvelles frontières. À Terre-Neuve, les filets de pêche ont ranimé la rivalité de l'homme et du paisible géant. Quand les baleines se prennent dans les filets, dit le docteur Lin, ce sont des accidents. Elles sont aveuglées par les bancs de capelans qu'elles poursuivent. Prise au piège, une baleine lutte pour se libérer. Si elle échoue, elle mourra, drapée dans le filet comme dans un linceul. Si elle réussit, le filet sera détruit. La pêche est un travail ingrat. Pour les pêcheurs, un filet déchiré, c'est du temps et de l'argent perdus au plus fort de la saison. Dans les villages du littoral, gronde un sentiment de colère à l'égard d'un adversaire qui les prive de leur gagne-pain. Aux plongeurs de la Calypso, un pêcheur confirme que des baleines pourchassent capelans et calmars jusqu'au fond des baies. Quand elles se prennent dans un filet, c'est un désastre. Au terme d'un long voyage depuis les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent se jette enfin à la mer dans un monde sans horizon, un domaine noyé de brume, où tout s'estompe, où les navires ne sont plus que des silhouettes fantomatiques. Le commandant Cousteau veille sur la passerelle de la Calypso. Le timonier met le cap sur un rivage qu'il ne peut voir. Seuls les échos du radar et le dialogue de la sirène de brume et des bouées côtières donnent forme et dimension à l'espace. Au large de Terre-Neuve, la rencontre du courant froid du Labrador et des eaux chaudes du Gulf Stream a créé l'un des hauts lieux des pêcheries mondiales. C'est dans ce vide brumeux que depuis plus de 5 siècles, des prodigieux bancs de morues, de maquereaux, d'aigles fins et d'autres espèces attirent les flottilles de pêche de toutes les nations du monde. Aujourd'hui, guidés par Albert Falco, les plongeurs de la Calypso entreprennent un voyage dans le passé. Red Bay, la baie Rouge au Labrador, fut l'un des premiers établissements baleiniers en terre canadienne. C'est ici que le Zodiac s'amarre à une barge, d'où sont conduites les fouilles sous-marines sur l'une des plus anciennes épaves connues des eaux américaines. Le galion baleinier basque San Juan
coulé en l'an 1565 par 15 mètres de fond. Les plongeurs se jettent dans les eaux glacées de la baie et descendent vers l'épave vieille de 400 ans. À l'aide de puissantes suceuses, les chercheurs canadiens l'ont débarrassée de la vase et des débris qui la recouvraient. Un cadre en aluminium posé sur le site en facilite l'examen systématique. Chaque bordée, chaque membrure, chaque fragment peuvent être ainsi identifiés et étiquetés. Au cours de longs siècles d'oubli, bien abritée des tempêtes, la coque en chêne et jusqu'aux douves des tonneaux écrasés ont été remarquablement conservées par la vase fine et par les eaux glacées du Labrador. Avec un soin extrême, un archéologue canadien décrit chaque objet, en note sa position exacte et sa fonction probable. Sous les feux des projecteurs de la caméra, la forme et les dimensions de l'ancien baleinier sont clairement révélées. Mais d'anciennes archives en Espagne nous en ont appris bien davantage. On a retrouvé les demandes de règlement d'assurance datant du XVIe siècle, en cet automne fatidique de 1565, chargé à bloc de tonneaux d'huile de baleine, prêt à se défendre contre les pirates avec canons et arbalètes, le navire s'apprêtait à déferler les voiles quand une terrible tempête le projeta contre les rochers. Le baleinier sombra et avec lui sa précieuse cargaison. Travail de toute une campagne de pêche. En remontant des profondeurs glacées, Falco et son équipe se retrouvent dans un environnement lugubre qui n'a guère changé depuis le jour où le San Juan coula. Tandis qu'une planche provenant du navire est ramenée à la surface, le docteur Robert Grenier, qui dirige les fouilles archéologiques sous-marines, parle de ses découvertes aux plongeurs de la Calypso. C'était apparemment un baleinier basque qui était tout prêt à partir pour l'Espagne, probablement l'automne, parce qu'il était plein d'après les documents. Et on savait donc que c'était un bateau qui pouvait être intéressant pour les fouilles archéologiques, pour découvrir les types d'architecture navale à l'époque, quelle sorte de bateaux les baleiniers basques utilisaient. D'après les dimensions approximatives qu'on découvre dans le fond, c'est un bateau qui est extrêmement large, comme les bateaux du 16e siècle d'ailleurs. On n'a pas le tonnage définitif du San Juan, mais on compte que le tonnage sera aux alentours de 300 tonneaux. Quelle est la position de votre épave là, sur cette carte? L'épave se trouve en face de Coxhill ici, et c'était un endroit qui est assez profond, très près de la côte. Et pour eux, c'était idéal parce qu'ils pouvaient amener les carcasses de baleines tout près. À terre aussi, des fouilles sont entreprises sous la direction du docteur Jim Tuck. Là-bas derrière, dit Tuck, on a trouvé le fourneau où l'on faisait bouillir la graisse des baleines. Pourquoi ici, demande Dolomotte. À cause des baleines, bien sûr. L'excellent abri offert par la baie et de l'eau profonde qui permettait de remorquer la carcasse à proximité de l'atelier de dépeçage. So they could roll a carcass of a whale or tow the carcass of a whale right in here, do their cutting in or butchering very near the shore, chop up the blubber, mince it, put it in barrels, and then put it in the ovens with a minimum of dragging things around.
Depuis des générations, les baleines à bosse effectuent chaque année la même migration pour mettre bas leurs baleineaux dans les eaux chaudes mais pauvres de la mer des Antilles et pour revenir se gorger de nourriture dans les eaux riches de l'Arctique au début de l'été. Mais depuis quelques années, cette route est parsemée de traquenards. Par l'une des rares belles journées de l'été, Cousteau parcourt l'île Finque, un site mémorable à divers points de vue. C'est ici qu'en 1534, Jacques Cartier fut le premier à débarquer, avant de découvrir le fleuve Saint-Laurent et les côtes canadiennes. Ici même, 200 ans plus tard, disparut le dernier des grands pingouins que l'on piégeait et assommait pour sa chair et ses plumes. Aujourd'hui, Finque est un sanctuaire où les marmettes viennent de tous les coins de l'Arctique pour se reproduire. Avec précaution, Cousteau s'approche de la colonie. Sa présence provoque plus de curiosité que de crainte. Les marmettes sont, de loin, le groupe le plus imposant pendant les semaines de nidification. 1 million d'oiseaux entassés jusqu'à 50 au mètre carré. Au milieu de l'été, les marmettes, groupées en immenses flottilles, quittent les lieux et retournent vers l'Arctique. Contrairement au manchot à qui il ressemble, la marmette adulte vole vite et bien quand elle réussit à s'envoler. À cause de son poids, elle a souvent du mal à décoller. L'oiseau prend son élan, il décolle, gagne de la vitesse pendant la descente avant de reprendre de l'altitude. Le premier essai n'est pas toujours fructueux. Certains tombent à la mer, remontent péniblement jusqu'au sommet de l'île et recommencent. La Calypso est au large. La soucoupe plongeante, avec à son bord Colin Mounier et Albert Falco, s'apprête à explorer les eaux glacées du courant du Labrador. 302, 303, 303, 303. Falco accorde son compas gyroscopique avec celui de la Calypso afin de coordonner les déplacements de la soucoupe avec ceux du navire. D'étranges organismes sont des constellations scintillant dans la nuit. Du fond des ténèbres surgit un corps astral incandescent. C'est une méduse qui pulse un moment près de la soucoupe, puis qui s'enfonce dans la nuit. La soucoupe poursuit sa descente. Ici, la morue, sans doute le poisson le plus recherché des bancs de pêche de Terre-Neuve, longe les falaises submergées du talus continental
dans de profonds canyons creusés au cours du lointain passé géologique de la Terre. La soucoupe remonte sur le plateau continental dont les corniches sont garnies çà et là d'anémones de mer. Comme des fougères lumineuses dans les ténèbres, les crinoïdes ondulent au passage de la soucoupe. Ici, les voyageurs observent que le fond de la mer est jonché de fragments de roches, brisés par des icebergs, qui, ballottés par la houle, pilonnent le fond de la mer et fracassent tout. La soucoupe plongeante commence son ascension vers la surface à travers une mer qui fourmille d'organismes phosphorescents. Sans transition, la soucoupe et ses occupants se retrouvent à la surface, dans un milieu qui leur est familier, accueillis par leurs camarades qui les escortent jusqu'à la Calypso. Flow 0 bâbord. Flow 0 bâbord. Chopez partout, hein. Chopez partout. Alors? Eh bien, c'est intéressant, là, au point de vue géologique surtout. Il y a des grandes vallées profondes avec la roche nue, lisse, totalement lisse. Poissons? Alors, des poissons, on est tombé sur un banc de petites morues, peut-être une trentaine de petites morues. Et au fond de la vallée, c'est rempli de gravier. Par contre, les vallées peu profondes, ça se termine par des petites falaises et on voit très bien que des icebergs ont cassé le caillou tout le long. Ah bon? Ah oui, ça se voit très bien. C'est très net. Tous les ans, arrachés aux grands glaciers du Groenland et des côtes de l'Arctique canadien, les icebergs dérivent vers le sud en cortège majestueux. Véritables îles flottantes, ils sont pour les routes maritimes de l'Atlantique et les bateaux de pêche un danger constant. La menace des glaces, la rudesse du climat et les dangers de la mer ont été, du moins jusqu'à une époque récente, une sorte de protection pour l'arrière-pays de Terre-Neuve. À mesure que la Calypso avance dans l'un des fjords qui découpent la côte, elle pénètre dans un domaine qui n'a pas beaucoup changé depuis sa découverte par les premiers explorateurs. Un vol de reconnaissance par hélicoptère de la Calypso révèle un terrain où l'homme est encore un étranger, un paysage vierge, où les occupants exercent toujours leurs droits territoriaux. Ici, les orignaux et certains autres animaux sauvages peuvent encore élever leurs petits en une tranquillité relative. Ici, au moins,
l'homme qui empiète sans cesse sur le domaine des autres, n'a pas encore chassé de la planète un de ses colocataires. À bord de la Calypso, les plongeurs s'équipent pour une nouvelle excursion. Contrairement aux espèces sauvages, l'homme n'est pas prisonnier d'un environnement unique. Il n'est pas limité au seul milieu terrestre. Grâce à ses machines et à sa technique, l'homme peut franchir le seuil de mondes autres que le sien. Porté par le courant du Labrador, un iceberg de petite taille a dérivé dans la baie. À bord du Zodiac, 2 plongeurs de la Calypso se préparent pour leur première plongée dans cette région de la mer encore inexplorée. Pendant que Falco et Capello veilleront à la surface, Cole et Delemotte s'arment de la caméra et commencent leur descente le long de l'iceberg. Les 8/9 de la masse de l'iceberg sont immergés sous la surface de la mer, et leur tirant d'eau atteint quelquefois plusieurs centaines de mètres. Le long des parois de glace, une grande méduse urticante pulse majestueusement. Telle une sorcière, modifiant sa forme de 1000 façons. L'inquiétante créature traîne derrière elle un voile de filaments empoisonnés, long de plus de 3 mètres. Sous l'iceberg, le fond de la mer est une plaine couverte à l'infini de poissons plats, limandes, sols ou plis. Leurs 2 yeux sont sur le même côté de la tête. Ils sont tous là, aplatis au sol, immobiles. Nos projecteurs les font tressaillir, ils décollent, et c'est l'eau qui semble animée d'ondulations. Des yeux protubérants brillent dans l'obscurité.
Bientôt, c'est tout le fond de la mer qui s'anime du vol silencieux des limandes. Dans leur fuite, les poissons plats dérangent d'affreux poissons à cornes, scatophages, les répugnants chabots, parfois nommés crapauds de mer. Les pêcheurs n'aiment pas le chabot, qui n'est guère comestible et dont les dents et les épines peuvent leur infliger de douloureuses blessures. Dans ce théâtre de la mer, nouveau pour nous, nous rencontrons de grotesques personnages. Une rascasse rouge d'une espèce rare, le poisson-loup, mi-poisson et mi-murène, dont les mâchoires puissantes peuvent broyer des huîtres ou autres coquillages. Horrible apparition, une tête de mort émergeant des coulisses. Un homard traverse la Seine, traînant encore derrière lui des restes d'un filet. Et le chabot corrélaire semble en prendre ombrage. Don Peer, spécialiste de la biologie marine, décrit les vocalisations du chabot. Ce poisson-là, on l'entend sous l'eau. Il grogne. Surprise au large par un coup de vent estival, la Calypso avance péniblement dans une mer hachée. Ce n'est là pourtant que l'ombre des tempêtes qui secouent ses eaux pendant les mois d'hiver, alors que les vents de l'Arctique fouettent la mer avec une violence effroyable. Tout au long de la côte, sur de nombreuses langues de terre, comme sur des hauts fonds, l'océan a laissé des traces de sa violence. Ici, complètement au sec, sur un rivage pourtant élevé, l'hélicoptère découvre ce qui fut jadis un Liberty Ship, projeté là par des vagues de 20 à 30 mètres de haut, un témoignage muet de la puissance de la mer.
Tout le long de son périple, la Calypso a eu des compagnons de voyage. Les baleines à bosse, qui, accompagnés des baleineaux nés dans la mer des Antilles, s'attardent sur les grands bancs pour s'y nourrir de calmars, de caplans et d'autres petits poissons. Mais bientôt, obéissant à des forces bien plus anciennes qu'elles, les baleines poursuivront leur migration. C'est seulement à la fin de l'été que les baleineaux pénétreront pour la première fois dans les eaux arctiques. Jadis, point de ralliement pour l'imposante flotte de Terre-Neuva venue d'Europe, les îles de Saint-Pierre et Miquelon, aujourd'hui département français, constituent le dernier vestige des immenses colonies françaises en Amérique du Nord. La Calypso hisse son pavillon en approchant de Saint-Pierre, capitale et seule ville de cette île de quelques 250 km². Peu après, le pilote du port embarque pour guider le navire à travers le dédale de chenaux et de récifs qui rend délicat l'accès au port. Bonjour. Bonjour, commandant. Bonjour. Voilà le commandant. Non, non, non. Bonjour, commandant. Vous, j'ai pas mon verre et comme les autres, vous connaissez. Bienvenue à bord. Merci. Bienvenue à Saint-Pierre. D'accord. Merci. C'est la première fois. Oui, ben, on vous connaît très bien ici, il n'y a pas de problème. Et on est arrivé avec le moteur. Hein. Avec du soleil, on l'attendait. Eh ben, je vous l'apporte. Merci. Et mettre en avant demi. Ah, c'est des grands. Des voies vertes. 240. On vient voir vos épaves. Ah oui? C'est pas ce qui manque par ici. Hein. Non, c'est pas ce qui manque. Au musée local, l'ancien maire de Saint-Pierre évoque la longue série des drames qui se sont joués autour de l'île. Nous avons le triste record d'avoir collectionné plus de 650 naufrages depuis 1790. Alors, tous ces bateaux qui se sont jetés sur la côte, c'est à cause du mauvais temps, à cause d'erreurs de navigation, à cause de quoi? La plupart du temps, c'est à cause du mauvais temps. L'hiver, les grandes tempêtes, mais également l'été. Je prends pour témoin ce bateau, par exemple, qui s'est échoué en 1916. Le jour où ce bateau s'est échoué, le temps était beau, seulement il y avait du brouillard. 7 bateaux se sont échoués, celui-là a été chargé de bois, c'était un Norvégien. 7 bateaux le même jour? 7 bateaux le même jour. Et celui-là, là-bas? Alors, les 3 là, ça s'est passé à l'automne 1932. Ouais. Il y avait 5 goélettes sur la rade. 4 sont venus dans l'Anse-à-Rodrigue, ici, s'échouer, ils étaient chargés de harengs. La 4e est allé s'envaser, il est resté dans la vase, comme qu'il doit faire un lit. Il est resté là-bas droit, il n'a pas gîté. Et celui-là, là en bas, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un bateau qui s'est perdu avant 1900 sur la côte de l'Anglade. La nature ici a fait autre chose. Elle a fixé les sables de l'île de l'Anglade au moyen de ces centaines de coques qui ont été parsemées sur la dune à la suite des tempêtes, qui se sont terminées souvent par des drames, des tragédies, des actes d'héroïsme aussi. Plus tard, Cousteau dirige les préparatifs d'une plongée sur l'une des plus récentes épaves. Bien décidé à éviter pour la Calypso le sort de tant d'autres vaisseaux, il multiplie les précautions. Pour se méfier d'un révolin qui pourrait nous renvoyer sur la roche. L'équipage amarre solidement le navire à l'aide de plusieurs ancres et de câbles reliés au rivage. Si on veut laisser tomber l'ancre. Ah, il y a Raymond qui est parti devant. Voilà, vous pouvez arrêter la machine. Et gardez le moteur naturellement. Oui, bien sûr. Allez, si ça part. Allez, donnez du mousse, donnez du mousse, donnez du mousse, donnez du mousse. Là, ça va, c'est bon. Voilà, ça va. Stoppé.
À bord de la Calypso, Falco, Cole et Delemotte se préparent à plonger dans le détroit de l'Anglade où gît l'épave. Jeté sur les rochers par la tempête, un cargo suédois repose maintenant par 15 mètres de fond. Son hélice brisée, témoignage oublié des relations mouvementées de l'homme et de la mer. Étrangers, silencieux, les plongeurs survolent des équipements démantelés et des ponts effondrés. La nature, comme toujours, tente de tirer parti de ces ruines. Des algues se sont accrochées aux rambardes et aux tôles déchiquetées. Cette coque délabrée a été transformée en un jardin dans la mer. Mais il n'y a aucun autre signe de vie. Intrigués par l'absence d'animaux marins, les plongeurs quittent l'épave. Déjà, malgré les costumes de plongée, ils sont glacés jusqu'à la moelle par les eaux froides de Terre-Neuve. Transis, ils s'empressent de remonter à la surface. Alors? C'est vide, hein? Elle est vide. Quoi, l'épave? Ouais. Ils ont tout sorti. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous allez tous avoir froid alors qu'il fait si chaud ici? Tenez, regardez-lui, il est tout rouge, il a attrapé un coup de soleil. Les doigts de pied suivent difficilement. Les doigts de pied suivent difficilement. Au bout de palme. C'est chaud, hein? Il y a des anémones, il y a des Bernard l'ermite, des oursins, des étoiles de mer, des marpins. Ça, j'aime ça. Rien. Pas un poisson. Elle n'est pas vue, hein? Pas du tout. Ouais, j'ai fouillé, hein. Il y a une chose qui nous a frappé. Cousteau discute du cas des grands absents avec Don Peer et M. Forrest de l'Institut des pêches de Saint-Pierre. Pas un poisson qui se promène, sauf des poissons non commerciaux et encore très peu sur le fond, les fameux poissons à cornes. Alors, je me demandais si ces eaux qui sont quand même assez riches, la preuve, c'est qu'on pêche beaucoup, si dans cette espèce de désert pour les plongeurs, tout d'un coup, il n'arrivait pas une horde de poissons, des arrivages massifs d'une espèce, et puis l'espèce s'en va, et une autre espèce arrive, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu ça, si vous voulez. Ouais. Il y a des périodes de passage. Actuellement, on est dans une période, je dirais, un peu creuse. Ouais. On est avant l'arrivée de l'encorné, et on est un petit peu avant l'arrivée de la morue. Les grandes flottes de chalutiers ne se laissent pas arrêter par ces temps morts. Mais pour le pêcheur solitaire qui prend la mer tous les matins,
le temps perdu est un souci constant. Plus démuni financièrement que ses grands rivaux, il voit l'avenir lui sourire et lui tourner le dos tour à tour. Le moteur a remplacé la rame, mais les pêcheurs prennent encore la mer à bord de ces mêmes Doris, à la proue et filet, qui étaient en usage à l'époque des grands voiliers. Certains posent des filets, mais beaucoup pêchent encore la morue à la ligne. Portant une série d'hameçons, ces lignes sont plus sélectives que des grands chaluts aveugles. Elles prennent un poisson de meilleure qualité, sans gaspillage ni dommage aux habitats sous-marins. N'ayant souvent qu'une boussole pour se guider, les pêcheurs en Doris sont habitués à travailler dans un brouillard opaque. Victimes d'une tempête soudaine ou d'une avarie subie loin de terre, ils courent chaque jour le risque d'ajouter leur nom à la longue liste des marins perdus en mer. Sa prise déchargée rapportera aux Doriciers une moyenne d'1 franc le kilo. La ménagère européenne, pourtant, paiera 30 fois ce prix, le détaillant et le grossiste ayant dépouillé le pêcheur du juste prix de ses efforts. Ce qui compte pour les baleines, ce n'est pas le prix, mais la disponibilité. Pour l'instant, elles s'en donnent à cœur joie au milieu d'un banc de calmars qui vient de se rassembler près des côtes. Tout près de là, l'homme aussi pêche les calmars. Et presque aussi efficacement que les baleines qui les enfoncent à pleine gueule. Pour cela, il emploie une méthode récemment mise au point par les Japonais, la pompe à calmar. Des lignes jumelées sont déroulées vers le fond et remontées aussitôt pour ramener une prise instantanée et continue. L'astuce est très simple et carrément sexiste. Près de chaque hameçon sans barbe est fixé un leurre qui ressemble à une femelle du calmar. À la saison des amours, les mâles en rut se précipitent sur les femelles présumées et se retrouvent crochés pour de bon. Une radicale désillusion qui n'est pas toujours réservée au seul calmar. Capturé, le calmar recourt à son seul réflexe de défense. Un jet d'encre qui d'ordinaire couvre une retraite précipitée. Mais cette fois à peine perdue.
En moins de 2 heures, la frénésie amoureuse des calmars est apaisée faute de participants. Par contre, le bateau est rempli de victimes palpitantes et l'ancre, si l'on peut dire, retourne à la mer. Les calmars, comme les saumons, sont condamnés à mourir après avoir pondu leurs œufs. Mais ici, ils sont morts un peu plus tôt, frustrés de l'acte de vie qui perpétue l'espèce. Pour les baleines aussi, la mer se peuple d'embûches. De nos jours, les navires de pêche posent des filets de poste qui forment sous la surface de véritables remparts longs d'1 kilomètre ou plus. Les mailles de ces nouveaux filets ne sont plus en coton, mais en nylon, à l'épreuve même des baleines. Ancrés au fond et tendus par des flotteurs, des milliers de ces filets forment un vaste labyrinthe s'étendant au large, parfois à plus de 30 kilomètres. La Calypso elle-même, qui suit les baleines, se fait prendre dans ce dédale. Sur la passerelle, très attentif à ne pas détruire de filet, Cole donne des indications à l'homme de bar, Jacques Delcouter. On est entouré de bouées. Bon, tu vas à droite maintenant. Mais sous la surface, loin des yeux, loin des cœurs, ces filets sans fin sont les murs de la mort. Aigles fins, morues, maquereaux, les poissons se débattent en vain et ne parviennent qu'à resserrer l'étreinte des mailles. Dans les pièges silencieux de la mer, la migration des victimes s'achève dans une secrète agonie. Guetté par une nuée d'oiseaux, un groupe de pêcheurs remonte en cadence les grands filets chargés de poissons dont certains se débattent encore. Une victime beaucoup plus imposante. Une baleine à bosse qui souffle et s'agite en surface.
Elle s'est entortillée dans un filet et elle est immobilisée par l'ancrage. Tandis que les plongeurs de la Calypso vont juger la situation, le docteur John Lean, directeur d'un groupe de recherche sur les baleines, tente le sauvetage en surface. Il va essayer de découper le filet. C'est habituellement l'opération la moins coûteuse, tant pour la victime que pour le pêcheur. Si un pêcheur en colère tuait la baleine à bosse prisonnière, celle-ci coulerait à pic et le filet serait perdu. La tentative de sauvetage se poursuit. Falco, déçu, retourne au Zodiac. Le filet est complètement détruit. La baleine enfin libérée, le docteur Lean fait état des progrès accomplis par son groupe pour aider tant les baleines que les pêcheurs. Combien de baleines avez-vous sauvé? Demande Bob. À peu près 45 à ce jour. On doublera ce chiffre avant la fin de l'été. La plupart repartent vivants, dans la proportion d'environ 5 à 1. Mais de retour au port avec les pêcheurs qui apprêtent leur capture, Delomotte recueille des propos plus sceptiques. You have seen the whales on the net today? You have seen the whale? Oh yeah, Whales on the net today? Is that the big trouble for you? oh yeah, it's a problem, but not as big a damage as the trap, you know? Uh-huh. What are you doing normally when you have a Que faites-vous quand vous avez des baleines dans vos filets? Elles l'emportent. La plupart s'échappent avec, répond le pêcheur. Okay, what we're trying to do is give techniques so that the fishermen can release their own whales. It happens commonly enough that we can't afford to send divers out. Nous essayons d'apprendre aux pêcheurs à les libérer eux-mêmes, continue le docteur Lean. To do it themselves, and what we've been developing is ways to work from their fishing boats right from the water surface. One of the dangers for the fishermen is that the whales, once they're tangled up, they keep towing gear and they catch more gear. Quand une baleine est prise dans un filet, elle le remord, surprend dans un second, puis un troisième. Il n'est pas rare qu'elle entraîne ainsi 5 ou 6 filets. Il est donc très important de les dégager rapidement, pour la baleine comme pour les pêcheurs. Il faut faire quelque chose, dit un pêcheur. On a envie de les tuer, dit un autre. Les gars sont frustrés et furieux, dit un troisième. Il y en a qui rêvent de tirer dessus. Mais le nombre des baleines accidentées augmente, dit le docteur Lean. Les caplans dont ils se nourrissaient au large ayant été décimés, les baleines viennent les rechercher près des côtes. Quelle est la solution? Un premier pas a été franchi. Le Canada a interdit la pêche de capelans sur les grands bancs pour que les baleines retournent à leur terrain de chasse traditionnel. The humpback fishes in the same area as our fishermen do. These are the inshore fishermen. These humpback whales come in the same fishing grounds. C'est le caplan qui fait tourner le monde. The capelin makes the world go round. Oui, ici, c'est le caplan qui fait tourner le monde. Destiné à n'être qu'une proie, il doit se multiplier pour jouer son rôle sacrificatoire. Au pied des falaises, sur les plages, les petits poissons argentés viennent célébrer un rite annuel.
Comme une marée vivante, la foule des capelans se presse pour frayer dans moins d'1 mètre d'eau. La houle les balaie souvent à terre en grands festons de poissons morts. Épuisés, leurs 2 ans de vie écoulés, les petits poissons meurent et les eaux côtières ballottent d'innombrables bancs de petits cadavres étincelants, maintenant devenus la proie des nécrophages qui rôdent au fond des mers. Pendant les quelques semaines de frais, le caplan est recueilli sur la plage par les insulaires venus en foule. Il n'est pas rare qu'un seul jet d'épervier ramène plus de poissons qu'un homme n'en peut porter. Même après sa mort, le caplan rend des services variés. Dans les lopins de terre des paysans de l'île, mélangé à de la tourbe et à de la paille, le petit poisson a contribué depuis 3 siècles à enrichir le sol ingrat de Terre-Neuve. La nuit comme le jour, il se presse le long des côtes pour accomplir l'acte suprême de la vie avant de mourir. Bientôt, les crabes, les oiseaux et la marée auront effacé toute trace de cette migration annuelle vers la mort. Mais le frai doré sera bientôt retourné à la mer pour y attendre une autre année, une autre marée. Les lieux de pêche des grands bancs attirent toutes sortes de prédateurs, mais aucun n'est aussi ravageur que le chalutier. Battant pavillon d'une douzaine d'États européens, asiatiques et américains, de grandes armadas convergent ici. Des chalutiers modernes, par centaines, balaient les eaux du plateau continental par une centaine de mètres de profondeur. Ces racleurs d'océan ont remplacé les Terre-Neuvains. Les immenses chaluts sont mis à l'eau à vitesse réduite, traînés pendant 2 heures, remontés, redescendus jour et nuit, par tous les temps. La Calypso accompagne le chalutier Croix de Lorraine pendant un jour de pêche. Cousteau et ses compagnons se préparent à filmer la remontée du chalut. De grandes paravanes, les portes, maintiennent ouverte la gueule du filet géant. Le grand navire maintient son cap. Et, à intervalles réguliers, les traits de chalut se succèdent. Cousteau et les plongeurs, Jacques Delcouter, Raymond Coll et Bernard Delemotte attendent patiemment le signal du capitaine. Nous remontons le chalut. Bien compris, j'envoie les Zodiacs. Une fois encore, les grandes portes du chalut sont arrachées à la mer et les plongeurs prennent position.
À peine dans l'eau, les plongeurs défilent le long de l'interminable filet. La poche est bondée de captifs, morts et vivants. Les mailles de tels chaluts ne permettent que la prise de poissons d'une certaine taille. Les plus petits, comme les capelans, passent au travers. Le maître d'œuvre est aux commandes et bientôt la prise est à bord. Du filet tombent morues, haddock, plis et flétans, pêle-mêle, avec des poissons dits sans valeur commerciale. De là, tout s'opère selon une routine inexorable. Le poisson passe de glissière en convoyeur où il est trié. Les espèces commerciales sont vite nettoyées et apprêtées. Les autres, les poissons de rebut, qui souvent constituent près de la moitié des prises, sont rejetés à la mer. Aux yeux de certains naturalistes, c'est une méthode de pêche prodigieusement dévastatrice. En 2 temps 3 mouvements, le pont est dégagé et nettoyé. Les petites déchirures du filet sont remaillées. Et, répétant sans cesse les mêmes gestes, l'équipage redescendra bientôt le chalut dans la mer. Les goélands nous ont suivis, toujours en quête d'une proie facile. Notre escorte nocturne tournoyant dans le ciel est presque la réplique des poissons qui frétillent en banc dans la mer. Poissons, oiseaux, prisonniers d'éléments séparés. Séparés, mais étroitement unis dans l'aventure de la vie. Chacun, asservi au rythme de la ponte et des migrations, obéit à l'instinct qui le guide à travers toundra, rivages, vallées englouties par la mer. Chacun doit transmettre aux générations à venir l'indispensable flambeau de la vie. Ici, à l'embouchure du Saint-Laurent, les réserves naturelles de l'île d'Anticosti sont elles-mêmes devenues terrain d'affrontement entre l'homme et ses rivaux de la mer. Vision prémonitoire du sort qui guette beaucoup d'espèces, se dresse la sinistre carcasse du mont Gibello qu'un ouragan a jadis drossé à la côte. Ce n'est plus qu'un navire fantôme, avec ses ponts désertés et ses agrès, où les cormorans viennent mourir ou nicher.
Passant à l'intérieur même du navire, l'équipe de la Calypso a l'impression de pénétrer sous la voûte d'une cathédrale. Érodé par la mer et le temps, l'intérieur s'est effondré. Dans cette vaste coquille vide, les parois répercutent l'écho des moteurs et des voix. En plongée se dessinent les appareaux divers. Arbres de transmission, treuils, espars, qui achèvent de se désagréger dans l'oubli. Mais il s'avère bientôt que le véritable sort du grand navire est tout autre. Ici aussi, la vie a reconquis le désert. Les décombres engloutis abritent par centaines des homards qui pullulent dans les eaux d'Anticosti. Pendant des millénaires, les crustacés se sont abrités le jour et se sont nourris la nuit, au contraire de leur prédateur habituel, le phoque, qui, lui, se nourrit le jour et se repose la nuit. Aujourd'hui, les crustacés, devenus méfiants, ont peine à trouver un bon abri. Des milliers de casiers sont disposés autour de l'île et les pêcheurs s'étonnent de la diminution du homard. Leurs propres abus balayés du revers de la main, ils ont trouvé un souffre-douleur commode, le phoque. C'est la glométrie là. C'est les épices. Oui, c'est des épices. Les épices. Les épices pour y donner un goût de bœuf. Ouais. Là, nous autres, on fait la chasse au phoque, puis après ça, on met ça en conseil. Là, on coupe tout ça en petits morceaux. Vous vendez ça où? Ben, on peut vendre ça comme au Wall, tu sais, à nos amis, localement.
Ah ouais? Puis on en garde pour nous autres l'hiver. Vous avez le droit de faire ça? Ouais, on a le droit. On a nos permis commerciaux et tout. Ah oui? Ouais. Le gouvernement nous donne 50$ pour les mâchoires de phoque. Parce qu'il y en a trop de celle-là. Puis ça détruit trop le saumon puis la truite, le homard. Ah, d'accord. Vous avez un quota, on vous dit, par exemple, cette année, non, on n'a pas de quota, non. Puis là, on est peut-être ici 3 semaines, 15 jours. Dans 3 semaines, alors vous aurez tué environ combien de phoques? On devrait calculer, peut-être ben, c'est pas, ça dépend, on pourrait peut-être en tuer peut-être ben 60. Ça peut dépendre, peut-être ben 20. Alors, le travail continue ici, alors. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je devrais démancher la mâchoire. Et qu'est-ce que vous en faites de ces mâchoires? On les envoie aux biologistes aux îles de la Madeleine, là, parce qu'ils ont un laboratoire. Oui. Eux autres, ils peuvent déterminer l'espèce puis l'âge d'après la mâchoire. Ils nous donnent une prime de 50$ pour les gros. Oui. Ceux-là qui ont plus d'un an. Ceux-là qui ont moins d'un an, c'est 25$. Par mâchoire? Par mâchoire. Un destin semblable s'est déjà abattu sur un résident du Saint-Laurent, l'éblouissant beluga. À bord de la Calypso, le naturaliste Jean Boulva exprime son inquiétude à Cousteau. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait autrefois, je pense au siècle dernier, on estime autour de 5000 belugas dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et il n'y en a plus que 350. Il en reste plus que 350. Alors il faut dire qu'il y a eu une chasse, il y a eu une prime sur le beluga jusqu'à la fin des années 40. Une prime? Oui, parce qu'on croyait que cette espèce était nuisible aux pêcheries, que ça mangeait le saumon, etc. Mais, je connais la musique. Oui, etc. En effet, ces 350 belugas sont condamnés jusqu'au dernier. Les baleines blanches ont été repérées. Jean-Michel Cousteau envoie l'hélicoptère pour filmer l'étincelante beauté de ses survivants. Leur rang décimé par les chasseurs. Les survivants, selon le docteur Boulva, sont devenus stériles à cause de la pollution chimique des eaux dans lesquelles ils se rassemblent. Les belugas du Saint-Laurent constituent une espèce techniquement éteinte. Ombre fugitive sous les flots, les belugas du Saint-Laurent plongent vers un destin inéluctable. Allô, Calypso, Calypso, Calypso de Phoenix. Allô, Calypso de Phoenix.
juste à sa sortie, à la sortie de la baie. Et au-dessous de nous se trouve une baleine prise dans des filets. Elle souffre terriblement, elle tire sur le nylon. Allô, Calypso, Calypso, me recevez-vous? À son retour, Falco donne des précisions à Cousteau. C'est une baleine à bosse, prise au piège dans la baie des Trépassés, au sud de Terre-Neuve. Sur l'heure, Cousteau dépêche une équipe de plongeurs pour tenter de sauver l'animal. Voilà, c'est un bébé de cette année. Et la mer doit pas être très loin, hein. De Lomotte se rend vite compte qu'il s'agit d'un jeune baleineau. La mer ne doit pas être loin. La baleine à bosse femelle veille jalousement à ce que rien n'arrive à son petit. Entre la mère et son baleineau se nouent de puissants liens d'affection. Ils communiquent fréquemment par des vocalises au cours de la migration. Prenant 1000 précautions, de Lomotte et Capello se mettent à l'eau pour mieux analyser la situation. Le baleineau est prisonnier, mais il respire régulièrement à la surface. Sa gueule et ses nageoires sont prises dans les ralingues du filet. Il a dû traîner l'engin sur plusieurs centaines de mètres sans pouvoir s'en débarrasser. Mais les grappins se sont pris dans la roche et l'ont immobilisé. Depuis combien d'heures le baleineau est-il ainsi piégé? Il peut encore respirer, mais il s'épuise et semble sur le point d'abandonner la lutte. Les grands yeux s'ouvrent sur cette mer soudain hostile et incompréhensible, capable d'infliger de mortelles contraintes. De Lomotte s'approche pour tenter de démêler les liens qui paralysent le baleineau. Mais celui-ci voit en l'homme un nouveau danger. La baleine à bosse, d'ordinaire un animal doux et même de bonne compagnie,
retrouve alors assez d'énergie pour tenter désespérément de chasser les plongeurs. Surveillant du coin de l'œil les grandes nageoires, les plongeurs remontent à la surface pour discuter d'une stratégie. Il faut tout d'abord calmer et rassurer le pauvre animal. Ils redescendent et tout simplement Delomotte caresse les flancs et la tête du baleineau. Il passe doucement la main sur les plis de la peau qui surmontent l'œil inquiet de l'animal. Petit à petit, le baleineau s'apaise. Un sentiment nouveau envahit Delomotte. Le baleineau n'est plus pour lui un inconnu. Il échange longuement des regards avec lui et se prend d'amitié pour le jeune géant. Il lui donne un petit nom, aux vagues résonances esquimaudes. Yuki. Pendant plus d'une heure, Delomotte poursuit son patient ministère. La présence du plongeur ne trouble plus le baleineau. Docilement, il laisse Delomotte s'approcher de l'embrouillamini de filets et de cordages qui lui emprisonnent les mâchoires et les nageoires. Mais quand enfin Delomotte tente de sectionner les câbles qui pendent de part et d'autre de la bouche de Yuki, il n'y parvient pas. Son couteau, qui n'a pas servi depuis longtemps, est rouillé. Un couteau! Delomotte remonte vite à la surface réclamer une autre lame et retourne auprès du baleineau. Même si le poids énorme du filet paralyse ses mâchoires, le baleineau attend calmement que Delomotte réussisse à couper le câble. C'est vite fait. Mais il aura fallu 2 heures pour que Yuki soit enfin libéré. Le baleineau ne bouge pas cependant. Trop épuisé, ou peut-être parce qu'il sent bien qu'il lui reste un morceau de câble coincé entre ses mâchoires. Yuki reste là. Il ne se rend pas compte que le piège est détruit et qu'il est libre. Ah, elle est libre, hein. Ça y est. Il lui reste un tout petit bout de nylon à travers la bouche, mais elle ne veut pas ouvrir la bouche. Delomotte redescend à nouveau. Tout
Tous les efforts qu'a fait le baleineau pour se débarrasser du câble lui ont meurtri la commissure des lèvres. Il doit souffrir, mais de Delmotte va encore ajouter à ses souffrances. Il saisit l'extrémité du cordage et tire de toutes ses forces. Elle n'a plus rien dans la gueule. C'est bon? Elle est libre. Ah! Il semble que le baleineau vient de comprendre ce qui s'est passé. Pendant un long moment, Yuki ne se décide pas à quitter ses sauveteurs. Comme en signe de reconnaissance, il laisse Delmotte s'installer sur son dos et l'invite à partager un instant les ébats des baleines dans la mer. Abandonnant ses camarades d'une brève rencontre, le baleineau se dirige sans hésiter vers sa mère qui l'attend. Il se sent prêt à poursuivre sa route, un moment interrompu, vers l'océan Arctique. Prêt à affronter la vie. Ce sont les retrouvailles. Toute la journée, Maman Baleine et Yuki, son baleineau, resteront près de nous. D'heure en heure, ils soufflent, se retournent, battent des nageoires comme pour manifester leur joie. Nous avons libéré une baleine. Un instant, nous avons franchi les barrières qui séparent si souvent l'espèce humaine des autres êtres vivants.
Se prétendant la plus intelligente des créatures, l'homme est aussi passé maître dans l'art de se disculper. Il trouve toujours un bouc émissaire pour endosser la responsabilité des déprédations que lui-même inflige à la nature. Il n'hésite pas à stipuler que ses propres droits sur les ressources de la terre surpassent tous les autres. Passagers à bord d'une petite planète, en route pour des rivages que nous-mêmes ne verrons jamais. Nous, une baleine et un baleineau, avons fait connaissance au cours d'une brève rencontre. Nous avons pu rendre service à l'un de nos compagnons de voyage.